Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Martial Bissog. Je suis le guide de la jeunesse africaine. Je suis le guide de la jeunesse mondiale. Déjà, je commence à vous souhaiter une très bonne année, voilà, pour cette nouvelle aventure qui commence, une nouvelle aventure humaine. Je prends la parole aujourd'hui pour saluer la victoire de l'Afrique, saluer le grand Koudou, Laurent Gbagbo, saluer tous ceux qui se battent pour un peu plus de justice dans ce monde et de paix. Je salue tous ceux qui se sentent épris de justice et d'amour. Wandie, le grand résistant, fut assassiné ce jour même par les siens, par ceux aujourd'hui qui profitent de l'indépendance, entre guillemets. Et Gbagbo, Laurent, est libre aujourd'hui, embastillé par ceux qui profitent encore et toujours du jus de noix de palme de l'Afrique. Alors, on va faire un petit temps ensemble et vous êtes libre d'intervenir si vous voulez participer à cet échange. J'ai décidé de créer ce qu'on appelle l'université libre de la pensée, c'est-à-dire que tout le monde se sente impliqué dans un combat spirituel, mystique, ésotérique, intellectuel. Il ne faudrait plus que ceux qu'on appelle à tort ou à raison intellectuelle croient qu'ils sont évidemment des rois qui détiennent tout le savoir dans leur calebasse. Un héros, un leader, un intellectuel doit partager, doit échanger, doit transmettre. Alors, moi je retiens quand même que Laurent Gbagbo qui est un artisan de la liberté de son pays depuis plus de 50 ans, n'a jamais réellement eu l'occasion de travailler pour développer son pays. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est mis en place pour que les héros soient assassinés comme des chiens. Tous les héros africains meurent, disparaissent, sont portés en exil, sont maltraités, parfois même par leur propre peuple, mais qui souvent est instrumentalisé par des forces occidentales. Et je fais une remarque pertinente pour nous dire, mais pourquoi nous sommes venus sur Terre? Si c'est pour qu'on soit comme le bétail, où l'éleveur décide de quel bœuf il doit manger. Non, nous ne sommes pas du bétail humain. Nous avons un continent, mais nous devons nous battre pour qu'il y ait de la liberté, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait de l'espoir pour ceux qui y vivent. Tous les enfants africains qui sont hors du continent en ce moment sont partis pour une raison liée à la frustration. Nous sommes tous des Gbagbo. Nous sommes tous des Gbagbo. Alors moi, parce que le destin aussi, ce n'est pas qu'on passe le temps et qu'on passe la vie à s'entretuer ou à faire la guerre. Regardez bien ce qui se passe. Il y avait les élections démocratiques au Congo. Ils ont décidé de libérer Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire à quelques mois des élections. Mais
Ils l'ont embastillé, pourquoi? Pour rien. Alors, quel est le rôle de Jean-Pierre Bemba dans ce Congo qui est en train de se construire là? Évidemment, c'est une force. Enfin, je raisonne, hein, on raisonne, on peut être d'accord ou pas, mais est-ce que la CPI même n'instrumentalise pas les Africains? C'est-à-dire, on vous prend, on vous rend dur, on vous frustre, on vous pompe, après on vous libère avec une dose de rage pour aller cracher le venin sur votre propre pays. Il y a l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire dans quelques mois, en 2020. Et Gbagbo est libre. Alors, moi je vois déjà ce qui est en train de vouloir se passer. Est-ce que le président Laurent Gbagbo sera le bienvenu en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on l'a libéré à dessein? C'est là où l'Afrique doit commencer à déjouer tous les pronostics de guerre. Mais est-ce qu'on peut aussi empêcher un Laurent Gbagbo, regaillardi par la force de la prison, à la Nelson Mandela, est-ce qu'on peut empêcher à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire et de participer à l'élection présidentielle et de gagner? Et si Laurent Gbagbo gagne, est-ce que ça va s'arrêter là? Ou est-ce qu'on va se replonger dans une nuit sans fin? Vous savez, c'est autant de questions. Pourquoi il le libère? Pourquoi subitement il n'y a plus de charge? Pourquoi l'avoir arrêté? L'Afrique a des problèmes. Nous avons d'énormes problèmes, mes frères. Nous avons d'énormes problèmes. Est-ce qu'un jour, on va laisser les compétences vivre en Afrique, travailler, développer? Chaque fois qu'il y a une compétence qui résiste en Afrique, elle n'est pas au service du pays, de son pays. Elle n'est pas au service de son pays. Chaque fois que les Occidentaux commencent à vous faire des bisous, c'est que vous travaillez pour eux. Chaque fois qu'ils ne vous dérangent pas dans votre petit confort, même si vous tuez 1000 personnes à Bamenda ou à je sais pas où, c'est que vous travaillez en réalité pour eux. Est-ce qu'il est donc arrivé le temps où on ne va plus chasser les meilleurs talents africains pour se contenter des petits esclaves africains qui apparemment ont le visage de l'Afrique, mais en réalité, c'est des travailleurs étrangers à la solde du colon. Et tant que cette roue ne s'inverse pas, il n'y aura jamais le développement. Il n'y aura jamais le développement. Parce que Gbagbo Laurent peut arriver demain au pouvoir. Tout est possible. Lui ou, quand je dis Gbagbo Laurent, il peut décider de ne pas y aller, mais d'avoir une voix. Quelqu'un, de mettre quelqu'un, ou Blé Goudé. Est-ce qu'il n'y aura pas le même scénario? Regardez le Venezuela, regardez Chavez. Les gens parlent souvent du pétrole, ils ignorent que aucun pays au monde n'a plus de pétrole que le Venezuela. C'est Chavez. Aujourd'hui, c'est Maduro. Mais quand Chavez arrive au pouvoir, il dit aux Américains, arrêtez ça tout de suite. Le Venezuela, il faut le savoir, a plus de pétrole que l'Arabie Saoudite, que l'Iran, que le Soudan, que tout ce que vous connaissez au monde. Le Venezuela. Mais ce pétrole appartenait aux Américains. Chavez est venu, il dit non. Après Maduro. Et une crise, personne ne veut plus acheter leur pétrole. Et on dit que leur pétrole n'est pas bon. On dit qu'ils ne peuvent pas traiter leur pétrole. On dit, il y a l'inflation,
les populations ne mangent pas et on retombe là. L'Amérique veut le pétrole vénézuélien. Donc nous sommes en pleine guerre froide. Est-ce que l'Afrique ne va pas échapper? Est-ce que l'Afrique a les moyens d'échapper? Surtout l'année 2019, l'année 2020, 2021, ce sont des années extrêmement délicates pour l'Afrique. Au Cameroun, la transition absolument aura lieu à partir de cette année. Au Congo, les deux, mais Sassou ne peut pas s'éterniser au pouvoir. La transition est déjà venue au Congo, que les Occidentaux l'acceptent ou pas. Ce n'est pas eux qui ont financé l'élection, ce n'est pas leur pays. Ils ont tous, évidemment, mis la main dans le gâteau congolais. Aujourd'hui, les Congolais meurent de faim alors qu'ils sont des milliardaires, bénis par Dieu, bénis par l'Éternel, mais ils n'arrivent pas à jouir. La richesse est devenue leur propre ennemi. Incroyable. Amazing. Alors, le Congo a déjà fait le cap. Il y a transition au Congo. Le président va exercer. C'est terminé. Mais il y a le Gabon qui nous parle. Est-ce qu'Ali Bongo, regardez-moi droit dans les yeux, est-ce que Ali Bongo a les moyens aujourd'hui humains? Est-ce qu'il a les compétences cognitives pour être président? Ce cher Ali Bongo que nous aimons tous. Mais comme il travaille pour un système, il faut maintenir le système. Est-ce que l'Afrique est condamnée à ça? Est-ce que l'Afrique est condamnée? Ali Bongo, que je connais, Ali Bongo qui est de jeune, mais qui est foudroyé par un AVC violent, a perdu au minimum 50% de ses capacités, au minimum. Malgré tous les médecins, les maquillages, il y a des choses irréversibles dans un AVC. Il y a des choses irréversibles. Est-ce qu'il peut? Donc le Gabon est une poudrière, le Cameroun est une poudrière, la Côte d'Ivoire est une poudrière, et le Congo même est une poudrière, les deux Congos. Comment nous devons voir ça? Alors, Babo Laurent est libre. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Où va aller Babo Laurent? Ouattara, c'est un président que j'adore. Il a fait d'énormes progrès. Ouattara a développé la Côte d'Ivoire en un mandat. Les infrastructures, ça brille, c'est beau, c'est neuf. Mais derrière, est-ce que les Ivoiriens sont en paix, se sont réconciliés? Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette petite tension? Et c'est ça aujourd'hui, le grand challenge de l'Afrique. Est-ce que nous sommes obligés de replonger dans la guerre? Est-ce que nous devons la faire? Est-ce que nous devons aller jusqu'au sacrifice suprême? C'est quoi la suite? Je me pose la question. Est-ce que les Africains pourront avoir la conscience de prendre eux-mêmes ce qui est bien pour eux et d'éviter les pièges? Et d'éviter les pièges. Laurent Gbagbo est libre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il n'est pas déjà un poids pour la conscience africaine? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas déjà un... Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas déjà un danger pour la Côte d'Ivoire?
j'aimerais que tous les Ivoiriens, tous les Africains essayent de réfléchir là-dessus. Ellie Smith, tu peux intervenir si tu es en direct. Non, c'est pas lui. Ellie Smith voulait intervenir. Donc, celui qui peut être en direct et prendre la parole pour enrichir le débat, ce serait juste positif. Mais nous sommes heureux aujourd'hui de saluer la libération de Kudo, de Laurent Gbagbo. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. L'arrestation de Laurent Gbagbo nous a aussi permis de comprendre qu'à part notre émotion, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts. On a vu l'armée française tirer sur les jeunes Ivoiriens à main nue. Et une fois qu'on a arrêté Gbagbo, on n'a pas vu un grand mouvement se développer autour. Donc l'Afrique est encore très fragile. Comment faire pour couper ce système? Comment faire pour se libérer? Comment faire, loin des bavardages et de l'émotion, stratégiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les États africains résistent? Quand vous mettez un dirigeant qui vous ressemble, on lui coupe la tête. Quand un dirigeant vient et il est imposé par les colons, il est là pour travailler pour les colons et le pays n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, William Socrate. Sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire a connu un développement économique considérable. Le PIB de la Libye de Kadhafi était l'un des meilleurs du monde. La Syrie avait réussi, malgré un système politique. Depuis 20 ans, pourquoi les pays du Sud qui avancent dérangent-ils ceux du Nord? Mais tu as posé la question que tout le monde connaît. Socrate. Le monde est fait d'injustice où les grands doivent manger les petits. Je dis peuvent, pas. Je n'ai pas dit peuvent. J'ai dit doivent. Donc ça devient un impératif. Regardez les combats en France. C'est quoi? Les gilets jaunes, la pauvreté. Les gilets jaunes, en fait, c'est la pauvreté. Pourquoi ils se battent? Parce que leur niveau de vie est en train ils sont devenus pauvres sous nos yeux. Et pourquoi ils deviennent pauvres? C'est parce que beaucoup de pays africains n'arrivent plus à donner à la France le revenu volé. Les pays africains, les économies sont tellement à terre que parfois même le pétrole qu'on vend, on ne vend plus, le bois, rien. Dans la caisse de dépôt en France est vide. Et la France n'a plus ces capacités de nourrir sa population, de leur donner notre argent, d'engraisser les gens. C'est pour ça que directement, vous voyez les enfants descendre dans les rues avec des gilets jaunes. La crise anglophone au Cameroun est directement liée aux gilets jaunes. Au Cameroun, les Camerounais ne comprennent pas que la crise anglophone est directement liée à la crise des gilets jaunes. Qui profite de la banane de la CDC? C'est les gilets jaunes. Qui profite? Et la CDC perd 6 milliards de francs par jour. Ils vont fermer bientôt parce qu'il y a une crise anglophone. Qui profite du pétrole de la Sonara? Mais c'est la Macronie, c'est la France. Et quand tous ces avantages n'arrivent plus parce que les gens là-bas sur place sont fâchés, ils sont en train de détruire, de bloquer, c'est légitime, je ne juge pas, mais je pense que voilà une des raisons directes. Donc, pour rien au monde, la France ne peut abandonner son précaré. Ce n'est pas
c'est pas la fatalité. Ça veut dire qu'il faut que sur place, là-bas, les gens s'organisent à mettre en déroute ces colons qui ne vont jamais laisser. Pendant l'élection présidentielle au Cameroun, je n'ai pas écouté ce débat. Voilà ce que je reproche à ces leaders qui sont juste opportunistes pour quelques-uns. Les vrais problèmes de l'Afrique aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté des populations, mais la liberté économique d'abord. Et puis, vous avez la liberté spirituelle en amont. Dans mon village, on dit, enfin les Pygmées avaient une chanson pour dire, vous les Bantous, vous chassez les Pygmées. Vous les Bantous, vous refusez les Pygmées. Vous les Bantous, vous dites qu'on a des odeurs. Vous les Bantous, vous dites qu'on est pieds nus. Vous les Bantous, vous dites qu'on est villageois. Vous les Bantous, vous dites qu'on est des animaux. Mais vous vivez où? Chez nous les Pygmées. En réalité, je peux retranscrire ça sur la scène internationale. Les États-Unis n'existent pas sans la Syrie. Heureusement, ils ont plié bagage parce qu'il y a aussi Poutine là-bas. Il y a des forces, ils ont rencontré une opposition. Poutine est en train de reconstruire un bloc qui va de la Chine jusqu'à la Corée du Nord, en passant par l'Inde. C'est un bloc extrêmement puissant qui se met en face aujourd'hui des États-Unis, derrière lesquels s'aligne l'Europe. Et Trump a même compris que l'Europe coûte cher aux États-Unis. Il est en train de les mettre à côté. Il prend l'Angleterre, il prend les pays qui l'intéressent, et il veut faire une nouvelle alliance. Il prend le Canada, il veut faire une nouvelle alliance pour résister, parce que Poutine vient très fort. Enfin, j'étais en train d'aller, mais je voulais répondre à cette question pour te dire que jamais, et il faut qu'on explique la géopolitique terre à terre. C'est fini les grosses formules de fac. Il faudrait que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans ce monde. Mettez 1 million de nouveaux dirigeants au Cameroun après Paul Biya, il y aura toujours un même système de corruption, un même système de prédation, un même système. C'est ça qu'il faut casser. Il faut casser mentalement d'abord cette sorcellerie africaine qui nous empêche d'avancer. Et cette sorcellerie s'appelle la traîtrise, la collaboration. Nous travaillons en réalité pour la France. Le Cameroun, c'est la femme de ménage de la France. Le Gabon, c'est la cuisinière de la France. La Côte d'Ivoire, c'est la femme de chambre de la France. Le Congo, c'est le garçon de café. Donc, globalement, rien n'a évolué. Rien. Rien. Les mêmes raisons pour lesquelles les Oumyobé sont morts ont envoyé Laurent Gbagbo en prison et vont nous tuer, nous. Ils vont tuer nos enfants. Si nous continuons à faire des intellectuels, si nous continuons à brouiller le discours, il faut libérer le continent. Nous sommes les femmes de ménage. Nous sommes fatigués de faire le ménage. Et aussi physiquement que spirituellement, nous faisons les ménages pour les Blancs. Voilà. Pareil aux Antilles. C'est eux alors, c'est plus grave. Les Antilles, c'est... les garçons les ouvriers du champ. Ils portent la banane sur la tête, la canne à sucre. Et voilà le rôle aujourd'hui. Mais comment faire? Comment faire? Parce qu'en réalité, quand vous regardez le système à Maurice Israël Malan, je vais te répondre. Il faut tuer le système diabolique qu'il y a entre la France et l'Afrique.
Mais comment? Puisque vous mettez un président, on lui met quelque chose là sur la tête. Il faut commencer mystiquement à être préparé. Si vous vous arrachez le pouvoir parce que vous avez le pétrole, est-ce que vous allez arracher la technique à Peremco? C'est Peremco qui mange le pétrole du Cameroun. Peremco, c'est Total. C'est Total qui vous vend votre pétrole. C'est Peremco, c'est Total qui puise votre pétrole. Il faut que ça s'arrête. C'est la PHP qui mange votre banane, qui la plante chez vous, qui arrache vos terres. C'est Bolloré qui vend l'huile de palme. Il arrache vos terres. C'est eux qui nous imposent Tract Afrique. C'est eux qui nous imposent Camry Toyota, mais qui vendent des Peugeot. Et ils vendent les Toyota de 5 millions à 50 millions dans un pays où le salaire c'est 50 000. Et l'État leur achète parfois 1000 4x4 par an à 80 millions. Alors qu'en réalité, c'est des voitures de 10 000 euros. C'est tout ce système qu'on appelle la France-Afrique. Elle n'a pas de visage, mais elle est là. Vous croyez, tous les cadres des multinationales là qu'on célèbre dans les familles sont en train de travailler pour tuer l'Afrique. Tous nos frères qui sont Orange, à MTN, à je sais pas quoi, sont en train de travailler pour envoyer l'argent en France. Alors, Malan, il faut tuer le système diabolique. C'est ça. Il faut le tuer. Pourquoi donc les pays africains ne se réunissent pas pour faire face à cet impérialisme-là? Kofi Annan disait, even united, you are nothing. Divided, I can imagine. Même unis, nous ne sommes rien. Divisés. Pendant que Bissok est en train de parler, il y a un Africain qui est énervé. Oui, mais il se prend pour qui? Oh, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Oh! Et c'est déjà ce comportement qu'on appelle la défaite du mental africain. La défaite de l'Afrique. Pendant que je parcours le monde pour battre, mesure, pour faire la campagne, pour libérer les énergies, l'Afrique et tout, il y a toujours en Afrique où tu es le mal vu parce que tu commences à leur dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas l'ami du Cameroun en ce moment parce que je fais une petite vidéo pour leur dire arrêtez de tout voler. Mais c'est ça l'Afrique. Et en réalité, le colon ne se met jamais devant. Il met le chien. Il tient son chien qui a parfois la même couleur de peau que vous, mais en réalité, c'est juste un chien. Il est là pour chercher l'os pour le boss. Il est là pour chercher l'os pour le boss. L'Afrique est donc un continent de sorcellerie où toutes les énergies sont embrigadées, toutes les richesses sont confisquées et il y a des gens qui n'atteignent pas 1000 par pays qui sont en train de travailler pour que l'esclavage continue. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes esclaves dans nos pays, nous sommes esclaves hors de nos pays. Nous sommes esclaves toute la vie. Je suis fatigué de faire le ménage. L'Afrique est fatiguée d'être la femme de ménage. Mais voilà. Donc,
Non, non, c'est très sérieux, ce direct. C'est quand même important qu'on libère une personnalité comme Gbagbo et que nous, on célèbre au moins. Juste la célébration. Même nos larmes de joie, il faut que les gens les retiennent. Si on fait de cette libération un épiphénomène, il faudrait au moins que quand les gens se connectent sur Facebook, qu'ils voient aujourd'hui qu'il y a eu 1 million de directs pour Laurent Gbagbo et pour l'Afrique. C'est ça qu'on appelle la résistance. Et c'est ça qui peut toucher les mentalités. Isolé, on ne peut rien. Isolé, on ne peut rien. Isolé, on ne peut rien. Alors il y a des combats que nous devons mener toute la vie. Les Africains ont commis l'erreur fatale de croire qu'en 1960, dès qu'on a dit indépendance, c'était terminé. Tout le monde est rentré se coucher. Indépendance, tcha-tcha, tout ça, tout le monde est rentré dormir. L'indépendance, c'est une quête permanente. La liberté, c'est la sorcellerie. Ça ne s'arrête pas de lutter. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une époque où on jouit, on danse, on boit, on vole, on est d'accord. Après, on découvre qu'en réalité, on courait dans le sac. Si la génération qui est actuellement aux affaires au Cameroun est en train de jouir parce qu'elle est contente et heureuse, alors que sur 25 millions, 24 millions et demi de Camerounais meurent de misère, on dit bravo. Moi, je dis bravo. Ah, je dis bravo. Vous faites de la politique au Cameroun en oubliant les vrais débats sur la table, la liberté économique, la liberté spirituelle, la liberté mentale, créer une force mentale pour résister à l'oppression, qu'il vienne de l'Orient ou de l'Occident. Il faut résister. Aujourd'hui, on est entre deux feux. Nous sommes fatigués d'être la dame de ménage de ces puissances. Je suis fatigué. Et même nous-mêmes qui avons de bonnes situations en Europe, on est toujours fatigué. On est fatigué. Emmanuel Gossin. Bonjour Martial. Pour toi, quel devrait être le sujet majeur aux législatives au Cameroun? Alors, tout ce qui attend les gens au Cameroun, c'est quoi? C'est pour les législatives. C'est la révolution. Pour espérer exister, il faut au moins être majoritaire à l'Assemblée. Si vous n'êtes pas capable, vous restez calme. Et je ne vois pas comment le RDPC ne va pas gagner les législatives. On ne fait pas une révolution par les orteils. Elle doit commencer par la tête. Une révolution, c'est par la tête. Par la tête. Alors ces micro-révolutions d'en bas là, le feu couvre sur les cendres, ça ne peut pas faire cuire l'éléphant. Les petits feux éteints là ne font pas cuire l'éléphant. Jamais. La peau de l'éléphant. Alors, Martial Bissog, merci pour ton développement. Le plus important est le discours intrinsèque que tu nous livres. Je te remercie. Va de l'avant. Larissa Nzongan. Merci Larissa. Nous restons disponibles. C'est notre destin. C'est notre destin. Je ne suis pas venu au monde me faire des amis. Je suis venu au monde être libre et être libre de partager et de me battre pour l'idéal de vie, c'est rendre les gens heureux. Quand vous créez une société, c'est pour rendre les gens heureux. Quand vous créez une entreprise, c'est pour rendre les gens heureux. Quand vous créez une famille, c'est pour rendre les gens heureux. Ce n'est pas pour qu'ils souffrent. Ils travaillent peut-être pour vous, mais en travaillant pour vous, ils vous enrichissent, ils s'enrichissent. Mais le problème en Afrique, le problème au Cameroun, c'est que nous travaillons et nous ne voyons rien.
Il faut qu'il y ait un nouveau système. Il faut que le nouveau système... Vous avez vu le remaniement? C'est pas parce qu'on a mis un petit gars de 50 ans, vous l'appelez petit. Ici, il y a des présidents qui ont 28 ans. Il y a des ministres qui ont 22 ans. On nomme des mamans de 60 ans et on dit les jeunes. Mais c'est dans un pays où les 3/4 de la population a 25 ans. On se moque de l'intelligence des gens. Ces gens ne sont pas des porteurs de changement, ce ne sont pas des révolutionnaires. Il faut de la révolution. Il faut une révolution. Et je suis le guide de cette révolution. C'est la révolution. Les Camerounais qui croient qu'ils ne vont pas lutter seront obligés de lutter. Ils vont lutter. Ah non, ils vont lutter. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ils vont lutter. Landry Motapa, mon petit frère, si tu es en direct, je te prends. Voilà. J'ai pas trop d'options dans ce téléphone. Mais tu peux, celui qui veut intervenir peut intervenir. L'Afrique ne peut pas éviter sa révolution. L'Afrique va lutter. Nous sommes obligés de lutter. Nous sommes obligés de lutter. Je vous explique. Aujourd'hui, tout le monde se plaint qu'il y a la crise économique. Le pétrole a fait ceci, le pétrole a fait cela. Mais quand le pétrole se vend très bien, les prix triplent, pourquoi nous ne ressentons pas? Pourquoi c'est quand les produits pétroliers baissent qu'on nous dit que ça a baissé? C'est exactement comme si un père de famille sort le matin, il va se battre. En réalité, la vie d'un chef de famille, c'est comme la vie des pays. On se lève le matin pour aller se battre. Chaque fois, chaque jour qu'on se lève, c'est pour aller prendre quelque chose. Et les pays comme la France qui n'ont rien, quand ils sortent, c'est pour aller prendre au Mali, au Congo, au Gabon, pour venir nourrir leurs propres enfants. Ils sont prêts à tout. Quand un père de famille sort le matin à Douala ou à Yaoundé, parfois il ne travaille pas, mais il se balade, il commence à marcher à pied comme un fou. Il est prêt à tout. S'il trouve où on frappe les papas, il frappe, il met 3000. S'il trouve là où on vole, il vole. S'il trouve là où on peut arracher un sac, il arrache, il est tellement en réalité, il veut rentrer nourrir la famille. Vous avez compris? Alors les gens qui ne comprennent pas pourquoi la France a fait ceci, pourquoi la France... La vie est faite de la bataille et de la survie. Quand un chef de famille sort de la maison, c'est pour aller voler. Il est prêt à tuer, à arracher un sac à l'avenue Kennedy. C'est moralement condamnable, mais quand on parle de survie des États, il n'y a plus de morale. Quand on parle de survie des êtres humains, il n'y a plus de morale. Et à ce niveau, la morale n'existe pas. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il faut ramener le pétrole à la maison. Quand Donald Trump sort le matin, il faut qu'il ramène quelque chose pour les enfants américains. Ah, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Alors, quand Paul Biya, lui, se lève le matin, il veut ramener quoi aux enfants camerounais? Quand Ali Bongo se lève le matin, il veut, c'est quoi son projet? C'est faire un tour au jardin et d'aller se coucher. Quand Sassou Nguesso se lève le matin, qu'est-ce qu'il veut ramener? Est-ce qu'il fait les courses pour les enfants congolais? Rien.
Et Gbagbo Laurent se levait le matin comme un bon père. Il commençait à se battre dans tout Abidjan pour ramener à Tiéké à la maison. Et ça commençait à déplaire. On a dit, quelqu'un qui aime trop ses enfants, sa famille comme ça, va privilégier sa famille au lieu de nous donner les affaires. Voilà donc comment ça marche. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut résister. Voilà dans nos pays, nos pères de famille, ils sortent, quand ils rentrent le soir, ils commencent à boire le champagne dans leur chambre, à jubiler seuls au palais, parce qu'ils ont ramené 10 000 francs, ils ont laissé 9 000 francs sur le Katika. Les 1 000 francs qu'ils ont dans la poche, c'est pour leur poisson braisé. Et dans la chambre. C'est un peu ça les relations internationales aujourd'hui. Il faut être capable de dire stop. Et c'est cette génération, vous, parce que nous, on commence à s'habituer aussi au caviar et à nos petits privilèges. On n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Ça ne se voit pas, mais on n'a plus 20 ans. Je vais à 50 ans, moi. Nous sommes frustrés. Ça, c'est Larissa qui s'exprime. Hein. Nous sommes frustrés en Europe comme en Afrique du traitement qui nous a infligé comparé aux expatriés en Afrique qui sont traités avec un peu plus de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chère petite sœur? Mais en même temps, ne vous sentez pas gêné, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. L'expatrié qui vient travailler au Cameroun travaille pour qui? Il travaille pour son pays. L'expatrié qui vient travailler au Cameroun ou en Côte d'Ivoire travaille pour Razel, travaille pour Bouygues, travaille pour... Et eux, ils ont défini les conditions normales dans leur pays. C'est pour ça qu'on dit expatriés. Ils ont le traitement normal. Leur pays se bat pour ça. Et vous, vous êtes des vendeurs au PMUC. Là où vous méritez 500 000, on vous donne 50 000. Parce que vous êtes Camerounais. Et parfois, c'est vos ministres même qui signent. Ministre du Travail, ministre de la connerie, ministre de l'idiotie, qui signent pour qu'on vous maintienne esclave. En réalité, l'Africain a un problème avec l'esclavage. Quand il ne vient pas de loin, il vient de lui-même. Quand il ne vient pas de loin, il vient de lui-même. Nous avons un problème avec le bien-être des gens. Sinon, personne ne peut rester dans un pays comme le Cameroun avec autant de richesses et être heureux d'être heureux au palais, seul. Et de voir qu'il y a la poubelle partout, les odeurs, la poussière, la saleté. Personne. Alors le racisme, pour répondre à ta question... Bonjour Caroline Pégan, mon amie Caroline Pégan. Tu peux être en direct si tu veux. Alors, j'expliquais à mes étudiants ce que c'est que le racisme. Moi, je suis à Genève. Ce n'est pas très important que de savoir ce qu'un Européen pense de moi. Enfin, nous sommes tous... mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'un petit blanc pense de moi. Si je suis au boulot et qu'il m'aime pas, il a le droit. Je ne sais pas. C'est de la connerie, mais je ne peux rien faire. Le racisme, c'est quand vous deux, vous allez au pays. Donc, il va au pays. Et ici, tu es son chef. À Genève, tu es son chef. Vous arrivez au Cameroun, il devient ton chef. Juste parce que on a peur de toi, de ton ethnie, de ton village, de ta grosse tête, et on préfère donner le poste à un incompétent de petit blanc qui ne peut même pas travailler à ta place.
C'est ça le racisme pour moi. Le racisme, c'est pas qu'un mec à Paris à la Défense, un peu fou, me regarde bizarrement, mais pourquoi moi j'ai 6 000 € de salaire, lui il a 1000. Non, c'est des complexes et frustrations, mais le racisme, c'est chez vous-même. Je ne me suis jamais senti aussi libre quand je suis en Europe. En réalité, parce que personne ne m'embête. Je suis chez moi. Ah, je vois les causeries, oui, mais non, je suis chez moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je me sens chez moi ici. J'ai mes droits. J'ai mes droits. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire en Afrique. Que les gens qui vivent en Afrique se sentent humains, se sentent valorisés, se sentent heureux de vivre, se sentent forts. L'expatrié arrive, il est fort. Celui que vous appelez expatrié, les lois de son pays le protègent. On a dit un Français au Cameroun ne gagne pas moins de 10 000 €. Ça fait 6,5 millions. Donc si tu vas employer un Français, tu vas lui donner 6,5 millions. Que la société soit française ou pas. Tu vas lui donner au Cameroun 6,5 millions. C'est son droit. Et toi, le droit de tes propres frères, c'est de leur donner 40 000 francs. Même avec le CV équivalent. On ne peut pas partir de son pays pour rien. C'est pour ça que je redis une fois de plus que entre les débats idiots, permettez l'expression, de tontinage, sardinage, c'est une somme de bêtises. Parce que quand vous réfléchissez, vous tous, vous êtes dans le même bateau, vous êtes venus en Europe parce qu'un problème, vous vouliez fuir d'énormes problèmes. Il y a des enfants qui sont nés ici, c'est un autre destin. Mais je veux dire que pour les 3/4 des gens, ceux qui se proclament même, ceux qui disent qu'ils se battent contre leurs propres frères en réalité, ne réfléchissent pas beaucoup parce que tout le monde est venu en Europe pour fuir quelque chose. La misère, la dictature, la famine, les maladies. Certains sont venus soigner le palu, le sida, la tuberculose. Et vous arrivez à Paris, on vous donne les papiers parce que vous n'avez pas pu soigner la tuberculose dans votre pays. Et demain, vous vous sentez légitime à défendre un système contre vos frères. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Trouvons donc les voies moyens pour s'élever. Je suis de la génération, j'allais dire, que soutient ton idéologie. Ah oui, mais moi maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de boire mes petites bulles de champagne, d'essayer de manger mon petit coquille. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On est en train de vieillir. Je vous dis ça, vous ne croyez pas. On a plus 30 ans. Jean-Paul Sartre disait qu'à 30 ans, on est révolutionnaire, à 60 ans, on est conservateur. Mais les plus grands conservateurs que j'ai vus dans ma vie, c'est au Cameroun. Ils ont 30 ans, moins de 30 ans. C'est cette jeunesse-là qui nous tue dans nos combats. C'est cette jeunesse qui déteste se battre. Ah ben voilà, elle commence à avancer les mots, Larissa, le vantard. Non, on ne dit pas le vantard, on dit quelqu'un d'esquis. Ça, c'est tous les mots que les Blancs ont laissés pour que quelqu'un qui commence à être propre, commence à avoir un discours châtié, devienne l'ennemi même du quartier. Dès qu'on dit déjà à quelqu'un qu'il est vantard au quartier, c'est fini. Ah non, on commence à lui lancer toutes sortes de suspicions. Non, c'est un appel à amener les gens à avoir un standard élevé de vie. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'élevez pas, 1, la pensée, si vous n'élevez pas, 2, l'intelligence, si vous n'élevez pas, 3, le besoin commun d'être propre, aller vers un idéal. Quand vous vous baladez dans les rues de Paris, vous ne sentez pas que c'est beau? Quand vous vous baladez à Milan, vous ne sentez pas que c'est l'Europe? Même quand on ne ramasse pas les poubelles dans une ville comme Naples, vous faites des photos, vous dites c'est beau. Mais il suffit de regarder le Cameroun. Quand j'atterris à Yaoundé, j'ouvre parfois le hublot, je vois la toiture seulement m'empêche de manger.
Vous ne pouvez pas vous rendre compte parce qu'on est habitué, mais la poussière déjà là. Et puis 2 jours après, moi, je suis en vogadage, je commence à manger les soya, les poissons. Mais quand tu atterris, tu as très mal. On vit au Moyen Âge. On vit au Moyen Âge. Alors, si vous ne vous battez pas pour que les gens se sentent supérieurs ou vantards, hein, Larissa, si vous ne vous battez pas pour que les gens soient fiers d'eux et sûrs d'eux, et cette fierté-là s'appelle Dieu, puisque vous êtes à son image, vous commencez à vous sentir comme béni d'être vivant. Chez nous, on passe tout le temps à fuir. On passe le temps à s'excuser d'être fort, à faire le malin. Hein, comme mes frères à l'ouest là-bas, hein, tu vois des petits génies, disent non, le grand, je ne suis pas fort. Non, tu es fort. Parce que vous avez un coin comme l'ouest du Cameroun, où le climat déjà te permet de faire pousser les olives, les raisins, fabriquer ton vin, tu fabriques le fromage, tu fabriques tout là-bas. Tu as des régions comme l'est du Cameroun, avec la biomasse qui s'y dégage. Comment on peut faire un barrage hydroélectrique quand on a la biomasse, Seigneur? Est-ce que vous savez que quand on a la forêt, on peut développer l'électricité avec les arbres? C'est-à-dire la nuit, à partir de 18 h, dès que l'obscurité tombe, ça s'appelle la photosynthèse. Les, les branches commencent à s'éclairer comme ça. Ça donne ses lumières. Et toute l'Afrique peut être comme ça. On n'a pas le temps de développer ici, il faut payer. Mais faites vos recherches, vous allez comprendre que les Blancs, c'est-à-dire chaque fois qu'on veut avancer, quand les Chinois vont sur la Lune, nous on vient nous dire barrage de Nachtigal, barrage de Memvelle, et on est fiers. Vous savez combien il faut pour mettre un barrage en circulation? Comptez dans les 2000 milliards. Après, pour faire tourner les turbines, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que l'électricité coûte très cher chez nous. C'est une connerie mondiale. C'est une connerie. Alors, les tôles. Alors, je vous explique. Ça, on le dit souvent. Je le dis uniquement en conférence. Je vous le dis. En réalité, le Cameroun n'a jamais été un pays. Parce que les gens me citent souvent quand Ahidjo était là, on avait la Cellucam, on avait la Lucam. Non, stop. C'est les Européens qui ont décidé d'implanter ces sociétés là-bas. Parce que ça leur coûtait exactement 10 fois moins cher. C'était pour faciliter leur production. Exactement comme ils font en Chine. Mais les Chinois étaient malins pour dire non. Pour s'installer en Chine, vous faites une convention qui met les transferts de technologie. Vous venez former les Chinois. Après, vous repartez. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Aller voler, aller braquer l'intelligence des autres. Ah ouais. La preuve, quand les Européens ont compris qu'ils vont perdre l'Afrique, surtout le Cameroun, ils ont commencé à démanteler leur structure et vous n'avez pas les moyens de faire fonctionner la Cellucam. Le barrage de Son Loulou, chez moi, je vous rappelle que c'est pour faire tourner à l'UQAM à l'origine. D'accord? Et aujourd'hui, l'UQAM ne produit même plus 1/100 de sa production d'avant. Et l'électricité qui sort de là ne peut même pas faire tourner le Cameroun.
Delphine Boisa. Non, il faut expliquer terre à terre. Mon peuple ne souffre pas de Gbagbo ou de Ouattara. Mon peuple souffre de l'ignorance. Mon peuple ne souffre pas de Paul Biya ou de Sassou ou de Bongo. Tous vont disparaître demain. Ils souffrent de l'ignorance. La même ignorance qui perdure depuis des générations. Quand tu regardes le degré d'intelligence des gens en 1950, en 1940, par rapport au degré d'intelligence aujourd'hui, vous constatez qu'on n'a pas avancé. Avant même, nos parents luttaient plus. Léo Myoba avait 30 ans. Ils avaient 20 ans. Aujourd'hui, on s'engueule sur Facebook. On s'engueule. On est heureux d'être à Paris. Que des scientifiques travaillent pour développer l'Afrique. Le développement ne coûte pas cher. C'est le temps mis pour enlever la boue dans la tête qui coûte cher. C'est pour ça que les gens volent notre argent au pays et ils accusent la France derrière. C'est pour ça qu'un ministre vole les milliards et il accuse. Oh, la France ne nous aime pas. Oh, la Chine ne nous aime. Mais c'est incroyable. Vous êtes les femmes de la France. Pourquoi un gouvernement français qui a besoin de nourrir les gilets jaunes va venir vous aimer? Mais dites-moi. Dites-moi. Je comprends pas mon pays. Je comprends pas l'Africain. Je comprends pas. Pourquoi vous avez besoin qu'un type se mette là-bas dans son pays? Il a des problèmes avec les gilets jaunes. S'il trouve l'or au Mali, il ne va pas prendre parce qu'il vous aime. Mais s'il trouve l'uranium au Niger, il doit avoir pitié de vous. Non, mais je rêve. Mais j'hallucine. Mais c'est quoi cette mentalité africaine? C'est quoi? On a rendu nos pays en pays de poussière? Avec la photosynthèse développée sur tous les arbres, on crée de la fleur de lumière. On ne coupe plus la forêt. La nuit venue, toute la forêt se met à briller. L'herbe, c'est la lumière. Et l'herbe guérit. L'herbe, c'est Dieu. Alors il ne faudrait plus qu'on continue de s'accrocher aux solutions des autres. Il faut réfléchir vous-même. Il faut réfléchir. Mais on ne peut pas, Delphine Boisa. Le combat est tellement compliqué que quand tu commences à vouloir transmettre, tu deviens l'ennemi de ta famille. Tu deviens l'ennemi de tes frères. La plupart des gens, j'ai vu un ami qui m'a dit l'autre jour, oui, mais mais Martial Bissoc, c'était mon camarade au lycée ou à l'école primaire. Mais oui, mais si tu t'es arrêté à l'école primaire, donc la vie s'est arrêtée pour toi, entre-temps, 30 ans de vie, non, arrêtons de culpabiliser le talent, de culpabiliser l'intelligence, de culpabiliser. Moi, je veux vous dire, dans un vrai pays, enfin, à un moment, j'ai envie de m'arrêter juste. Vous savez, on ne peut pas faire des vidéos tous les jours, mais à un moment, on sent que ça bouge. Je sors d'un rendez-vous, et puis après, tu te dis, non, il faut parler à nos gens, il faut parler à ton peuple. Il faut parler à ton peuple. J'ai peur aujourd'hui que ça peut être excessif, mais chaque fois que je vois maintenant un Camerounais, un Africain, je l'évite. Ça me fait peur. Je suis traumatisé. Je sais qu'on ne fera rien de bien ensemble. Il n'y aura que de l'intrigue, des problèmes et les concurrences de veste. Et au final, je suis vantard.
Je ne vois pas une force de création, je ne vois pas une joint venture d'intelligence. Oubliez, et en plus le Made in Cameroun ne pourra jamais exister, le Made in Côte d'Ivoire, ça n'existe plus. Le monde aujourd'hui, c'est la mutualisation des forces. On se met ensemble. Quand je regarde mon agenda de ma boîte, toutes les conférences que je vais faire, c'est les organismes privés, internationaux, ou bien, enfin disons, c'est les Blancs. Les Africains, vous avez des collègues, ils vous regardent, ils vous toisent. Une jalousie qui n'a pas de nom, une haine du talent de l'autre qui tue même l'envie d'avancer. Vous tuez les talents. Et pour cette partie-là, on va en reparler tout de suite. Mais il y a un problème au Cameroun. Il y a un problème en Afrique. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Il y a un problème au Gabon. Il y a un problème. Le monde aujourd'hui va tellement vite que pendant qu'on veut un cabinet suisse vous dit non, on va vous fabriquer un barrage hydroélectrique. En réalité, c'est parce qu'ils veulent vous perdre le temps. Ils savent comment on obtient la lumière en 24 heures. D'accord? Ils savent. Les gens savent comment on construit une autoroute en un an. Ils savent. Mais comme ils savent que vous êtes bêtes, entre guillemets, tant que ça peut mettre 10 ans et vous payez les agios, les crédits que vous avez pris chez eux, ils n'ont pas de problème. Et les gens continuent de mourir sur l'axe lourd, sur vos pistes, parce que vous ne voulez pas faire la route. Vous ne voulez pas vous développer. Vous ne voulez pas vous développer. Vous ne voulez pas vous développer. Donc, ce direct, c'était pour dire merci à l'histoire, merci à Laurent Gbagbo de rentrer chez lui, j'espère, et que la paix règne en Côte d'Ivoire et que je vous disais que cette année qui nous attend là est une année très complexe. Hein. C'est une année difficile pour le Cameroun. Déjà, Biya, qui le veut ou non, doit partir là. Il va partir. Non, maintenant, il lui était souhaitable qu'il quittât dignement son trône pour que l'histoire retienne quand même quelques bribes de positivité. Faut pas non plus partir comme un con. Donc, je suis très heureux d'avoir fait ce live pour vous. Et nous restons connectés. L'erreur que l'Afrique a faite, c'est comme une prise de courant. Les gens nous ont débranchés d'une prise qui était la nôtre, de notre connexion avec Dieu, nos parents, nos aïeux, pour nous rebrancher dans leur prise. Et qu'est-ce qui vient dans cette prise? C'est le mauvais courant. Le mauvais courant de l'esclavage, de la perversité, de la misère, de la tuerie, dont nous sommes branchés sur un mauvais courant avec un mauvais ampère, un mauvais ampérage, une mauvaise intensité. Il faut qu'on se débranche nous-mêmes de ce mauvais courant pour chercher la bonne prise de la reconnexion avec nous-mêmes. Voilà en réalité le secret de la réussite. Et comment trouver donc la bonne prise qui était la nôtre et qui est la nôtre
Vous ne pouvez pas faire tourner vos appareils avec le courant de quelqu'un. Volez un peu le courant de vos voisins, comme ça se fait à Douala et partout au Cameroun ou au Gabon ou en Afrique. Mais vous vous branchez sur le compteur de quelqu'un, vous ne pouvez pas brancher votre fer à repasser, donc vous n'aurez pas de chemise propre. Vous n'aurez pas un pantalon bien, vous n'aurez pas de la lumière, vous n'aurez pas de la télé. Et il peut couper sa lumière quand il veut. Cherchez la bonne prise, la vôtre, et vous aurez la vraie énergie. Merci. Que Dieu vous protège. C'était Martial Bissog, votre guide.